2025, un char Léopard 2 au cœur de l'Ukraine fend le terrain accidenté. Sur sa carapace, Clara, blindage composite, léger adaptable et réactif. Une conception signée Dynamite Nobel Defense, Allemagne, une technologie qui sauve des vies. Lorsqu'un missile perforant frappe le char, le blindage réactif explose vers l'extérieur, neutralisant la menace. Blindage réactif explosif BRE, inventé par le docteur Manfred Held, un Allemand en 1967. Mais il existe une autre technologie allemande de protection des chars, 1943, le Zimmerit, une patte, appliquée sur les tigres et les panthères, contre les mines magnétiques, une conception ingénieuse, une application méticuleuse, totalement inutile, car les Alliés n'ont jamais utilisé de mines magnétiques. L'Allemagne a développé une solution à un problème qu'elle avait elle-même créé. Deux innovations allemandes, l'une brillante mais superflue, l'autre qui a révolutionné la technologie mondiale des chars. Aujourd'hui, chaque char de combat moderne, à travers le monde, utilise le BRE, M1 Abrams, T-72, T-90, Léopard 2. Tous utilisent une technologie qu'un chercheur allemand a inventée il y a 58 ans. L'histoire de ces deux technologies est une leçon d'innovation, d'ironie et de vision en matière d'ingénierie. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux. Commençons par le Zimmerit 1943. L'Allemagne introduit un nouveau char, le Panther, 45 tonnes, un blindage incliné, un puissant canon de 75 mm. Mais les ingénieurs ont une inquiétude. Les mines magnétiques, plus précisément la charge adhésive creuse. La charge adhésive creuse était une invention allemande, introduite en 1942, une charge creuse, avec 3 puissants aimants en fer à cheval. Fixé à un anneau métallique, un soldat pouvait s'approcher d'un char ennemi et coller la mine sur la surface métallique. Les aimants la maintenaient fermement. Ensuite, la charge façonnée explosait, perçant le blindage. Simple, efficace, mortel, les ingénieurs allemands ont immédiatement compris le problème. Si l'Allemagne possédait cette arme, les Alliés la copieraient. L'industrie soviétique était connue. Pour reproduire rapidement les armes allemandes, ils avaient donc besoin d'une contre-mesure, quelque chose qui empêcherait les aimants d'adhérer au blindage. La solution, le Zimmerit. Le Zimmerit était une pâte, un composé chimique. La composition était spécifique. Cristaux de pin dissous dans du benzène, sulfure de zinc, sulfate de barium, sciure de pin, colle PVA, terre de diatomée, ocre, mélangés dans des proportions précises. Le résultat était une pâte épaisse, qui pouvait être appliquée sur les surfaces métalliques. L'application était chronophage. Les ouvriers appliquaient le Zimmerit en couches, chaque couche, d'environ 2 mm d'épaisseur. Au total, 6 mm. La pâte était appliquée, puis texturée avec des outils spéciaux, différents motifs. Certaines usines utilisaient des motifs gaufrés, d'autres des rainures verticales, d'autres encore des lignes horizontales. Le motif n'avait pas d'importance. L'épaisseur. Oui, 6 mm d'espace entre l'aimant et la surface métallique, c'était suffisant pour réduire considérablement l'attraction magnétique. Un aimant qui avait une force d'adhérence de 100 kg sur de l'acier nu n'en avait peut-être que 10 kg sur du Zimmerit, pas assez pour maintenir une mine de 3 kg. La physique était solide, l'ingénierie précise. Mais voici la partie critique. L'application prenait des jours, 2 à 3 jours par char. D'abord appliquer la pâte, ensuite la texturer, puis la laisser sécher. Le Zimmerit devait durcir complètement avant que le char ne puisse être déployé. Cela entraînait des retards de production, moins de chars au front. Dans une guerre où l'Allemagne était déjà en infériorité numérique,
Chaque jour de retard était critique. Malgré tout, les usines ont commencé l'application systématique en novembre 1943. Usine Mahen de Nuremberg, usine Henschel de Kassel, usine Daimler-Benz de Marienfeld, Alstom. Chaque panthère qui sortait de l'usine était recouvert de zimérite. Chaque tigre, après certains numéros de série, de nombreux canons d'assaut, même certains chasseurs de chars, la couverture était globale, les unités sur le terrain recevaient également des kits de zimérite, des seaux de pâte, des instructions, des outils. Les équipages de chars pouvaient appliquer le zimérite sur le terrain, bien que la qualité fût moins uniforme que lors de l'application en usine. Mais cela fonctionnait. La pâte durcissait, la texture était présente, la protection était là, contre une menace qui n'est jamais venue. Voici l'ironie, documentée et déclassifiée. L'Union soviétique n'a jamais développé de mines anti-chars magnétiques en nombre significatif. Les forces soviétiques n'ont jamais utilisé de mines magnétiques, à l'exception d'exemplaires allemands capturés. Les Américains, jamais utilisé de mines magnétiques. Les Britanniques, quelques tests, mais aucune utilisation sur le terrain. Pourquoi? Parce que les canons anti-chars portables rendaient les mines magnétiques totalement superflues. Le fusil anti-char soviétique PTRD-41, le bazooka américain, le Piat britannique. Tous pouvaient mettre un char hors de combat, à distance de sécurité. Pourquoi un soldat s'approcherait-il d'un char pour fixer une mine, alors qu'il pouvait le détruire à 100 mètres? La logique était claire. Les mines magnétiques étaient tactiquement obsolètes. L'Allemagne était la seule nation à utiliser des mines anti-chars magnétiques à une échelle significative. La charge adhésive creuse a été fabriquée et distribuée aux unités d'infanterie. Les soldats allemands l'ont utilisée contre les chars soviétiques, contre les Sherman américains, contre les Churchills britanniques. C'était une tactique désespérée. Un soldat devait s'approcher du char, au combat, sous le feu. Le taux de réussite était faible. Le taux de perte parmi les soldats était élevé, mais les Alliés ne l'ont jamais copié. Ils n'en voyaient aucune raison. Leurs armes anti-chars étaient plus efficaces, plus sûres pour les soldats, plus fiables dans leur utilisation. La charge adhésive creuse est donc restée une arme uniquement allemande, et le zimérite est devenu une solution, sans problème. Les commandants allemands ont fini par le comprendre. En 1944, les rapports de terrain ne faisaient état d'aucune mine magnétique alliée. Les soldats prisonniers ont rapporté que leurs armées ne possédaient pas de telles armes. Les renseignements l'ont confirmé. La menace n'existait pas. Le zimérite était superflu. Mais il y avait un autre problème. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles le zimérite pouvait prendre feu, sous les tirs d'obus. Les rapports étaient anecdotiques. Un char a été touché. Le zimérite semblait brûler. L'équipage a évacué. Le rapport est remonté la chaîne de commandement. Bientôt. L'inquiétude s'est répandue. Des tests ont été effectués. Zimérite bombardé, avec différents projectiles, obus perforants, obus explosifs, obus à fragmentation. Les résultats étaient sans appel. Le zimérite ne prenait pas feu. La composition chimique n'était pas facilement inflammable. Les rumeurs étaient fausses. Mais le mal était fait. La combinaison de deux facteurs a conduit à une décision. Premièrement, le zimérite était inutile, puisque les Alliés n'utilisaient pas de mine magnétique. Deuxièmement, il y avait des inquiétudes concernant son inflammabilité, même si elles étaient infondées. Le 9 septembre 1944, l'application en usine du zimérite a été arrêtée. Le 7 octobre 1944, l'application sur le terrain a été suspendue. Les chars produits après cette date n'avaient pas de zimérite. Le Tigre II avec tourelle de production, le Jagd Panther, le Jagd Tiger, le Panther Aussef,
et des séries ultérieures, tous sans la texture caractéristique. Les surfaces étaient lisses, un blindage en acier pur avec apprêt. Le Zimmerit a disparu de la production, moins d'1 an après son introduction systématique. La durée totale de production, de novembre 1943 à septembre 1944, 10 mois. Pendant cette période, des milliers de chars ont été recouverts de Zimmerit. Chacun portait une couche de protection contre une menace qui n'a jamais existé. L'ironie est mathématiquement quantifiable. On estime que 8 000 à 10 000 chars et véhicules blindés ont reçu du Zimmerit. Chaque application durait 2 à 3 jours. Cela représente 16 000 à 30 000 jours de travail. Avec des quarts de travail de 8 heures, cela représente 128 000 à 240 000 heures de travail, uniquement pour appliquer une pâte contre une menace inexistante. Le coût des matériaux était modeste. Les ingrédients étaient bon marché. Sciure de bois, poussière de silice, produits chimiques industriels, peut-être 50 à 100 Reichsmark par char, pour 10 000 chars. Cela représentait 500 000 à 8 000 milles de Reichsmarks. Pas négligeable, mais pas ruinant non plus. Mais le coût d'opportunité? Immense. Chaque jour qu'un char passait à l'usine pour recevoir du Zimmerit était un jour où il n'était pas au front. Dans la seconde moitié de 1944, l'Allemagne perdait la guerre. Chaque char était nécessaire, immédiatement. Les retards étaient inacceptables, et pourtant, des retards étaient acceptés pour un revêtement inutile. C'est la première leçon du Zimmerit, l'innovation sans validation est du gâchis. Les ingénieurs allemands sont partis d'une menace. Ils ont développé une solution, mais ils n'ont jamais vérifié si la menace était réelle. Ils ont supposé que les Alliés copieraient la charge adhésive creuse. C'était une supposition raisonnable, mais elle était fausse. Et c'est là que réside l'ironie la plus profonde. L'Allemagne a développé une arme, la charge adhésive creuse, puis elle a développé une protection contre cette arme, le Zimmerit. Mais l'arme elle-même n'était pas particulièrement efficace. Les nations alliées ont vu la charge adhésive creuse, elles en ont capturé des exemplaires, elles l'ont testée, et elles ont décidé de ne pas l'utiliser. Pas parce qu'elles avaient peur du Zimmerit, mais parce que les canons anti-chars portables étaient meilleurs. Ainsi, l'Allemagne avait créé une solution à un problème qu'elle était la seule à avoir. Ce n'est pas seulement de l'ironie. C'est une étude de cas sur le gaspillage de talents d'ingénierie. Les chimistes allemands qui ont développé le Zimmerit étaient intelligents. La formulation était solide, les techniques d'application étaient de précises. Mais leur talent a été utilisé pour une tâche inutile. Imaginez ce que ces ingénieurs auraient pu faire s'ils avaient travaillé sur des menaces réelles. Un meilleur blindage contre les canons soviétiques de 76 mm, un camouflage plus efficace contre la reconnaissance aérienne alliée, des moteurs plus fiables pour le temps froid. Chacun de ces problèmes était réel, chacun a coûté des vies allemandes, mais des ressources ont été consacrées aux Zimmerit à la place. C'est la leçon pour l'ingénierie moderne. Confirmer le problème. Avant de développer la solution, parlez aux utilisateurs, analysez les données de terrain, comprenez les menaces réelles. L'Allemagne ne l'a pas fait. Elle est partie de menaces supposées et a payé le prix en temps et en matériel gaspillé. Mais l'histoire ne se termine pas en 1944. Le Zimmerit a disparu de la production. Les derniers chars avec Zimmerit ont été détruits au combat. Les survivants ont été mis à la ferraille. Aujourd'hui, les chars avec Zimmerit sont rares. Les musées en conservent quelques-uns. Le Tank Museum de Bovington possède un Jag Tiger avec un revêtement Zimmerit d'origine. Un Tigre II avec tourelle de production. Ces véhicules sont des artefacts historiques, des preuves d'une technologie qui n'a jamais été nécessaire. Mais ce sont aussi des leçons, des rappels physiques de l'importance de la validation des menaces. Chaque fois qu'un ingénieur voit ce Zimmerit, il devrait se demander, est-ce que je travaille sur un vrai problème ou sur un problème supposé? Et puis,
En 1967, quelque chose d'autre est arrivé. Un chercheur allemand, le docteur Manfred Held. Il travaillait en Israël, sur des véhicules blindés. Il effectuait des tests, tirés sur des chars détruits, restés après la guerre des 6 jours de 1967, et il a découvert accidentellement quelque chose de remarquable. Si un blindage explosait pendant qu'il était touché, il neutralisait la menace. L'explosion perturbait le jet à charge creuse. La force de perforation du blindage était considérablement réduite. Le concept était contre-intuitif. Un blindage qui explose, cela semblait dangereux. Mais la physique fonctionnait. Held a développé un premier concept, une tuile. 2 fines plaques d'acier. Entre les deux, de l'explosif. Lorsqu'un projectile perforant frappait la tuile, l'explosif détonnait. L'explosion projetait les plaques d'acier vers l'extérieur. Cela perturbait le jet à charge creuse avant qu'il n'atteigne le blindage principal. Le blindage principal restait intact. L'équipage survivait. Il a breveté le concept en 1970, brevet allemand 2503345, puis une version améliorée, brevet allemand 28556. Les 2 brevets décrivaient la même idée de base, blindage réactif explosif, BRE, une tuile composée de 2 plaques d'acier avec de l'explosif entre les deux. Ce n'était pas seulement une amélioration, c'était une révolution. Le blindage avait toujours fonctionné de manière passive, métal épais, céramique dure, peut-être des angles inclinés pour la déviation, mais toujours passivement. Le BRE était actif, il réagissait à la menace, il se défendait. Les implications étaient énormes. Un char pouvait avoir un blindage principal plus léger s'il était équipé de BRE. Cela signifiait moins de poids, une meilleure mobilité, des coûts inférieurs, ou un char pouvait conserver le même blindage principal et ajouter du BRE. Cela signifiait une protection considérablement meilleure contre les charges creuses. Mais en 1970, le monde était sceptique. Un blindage qui explose. Cela ressemblait à de la science-fiction. Les conservateurs militaires doutaient. Et s'il détonnait accidentellement? Et s'il blessait son propre équipage? Et si des fragments atteignaient l'infanterie voisine? Held a répondu à chaque préoccupation par des tests. Le BRE ne détonnait qu'en cas d'impact à haute vitesse. Les tirs d'armes légères ne les déclenchaient pas. Les éclats d'obus pouvaient endommager le blindage, mais ne le faisaient pas détonner. Et les fragments étaient principalement projetés vers l'extérieur, loin du char. La conception était sûre, mais l'acceptation a été lente. Les premières applications ont été limitées. Israël, où Held travaillait, a été le plus rapide. Mais même là, il a fallu des années avant que le BRE ne devienne un équipement standard. L'Union soviétique expérimentait, les États-Unis testaient, mais l'introduction généralisée n'est venue que plus tard. Puis, en 1982, tout a changé. La guerre du Liban. Des chars israéliens équipés du Blazer ERA, un système basé sur le travail de Held, ont affronté les forces syriennes. Les soldats syriens ont tiré des roquettes RPG-7, des charges creuses. Normalement mortelles pour les chars, mais le BRE a fonctionné. Les explosions ont perturbé les jets des charges creuses. Les chars israéliens ont survécu à des impacts qui, autrement, les auraient détruits. Les rapports de terrain étaient sans équivoque. Le BRE fonctionnait, pas en théorie, en pratique, dans des conditions de combat. Les pertes de chars israéliens étaient plus faibles que prévu. Les taux de survie des équipages étaient plus élevés. La technologie a été validée, pas dans un laboratoire, sur un champ de bataille. Le monde l'a remarqué. Des observateurs militaires soviétiques ont analysé les résultats. Ils ont vu l'efficacité du BRE et ils ont agi rapidement. Au milieu des années 1980, l'Union soviétique a développé son propre BRE. Le Contact 1, des tuiles d'explosifs entre des plaques d'acier, fixées aux chars T-64, T-72, T-80.
La conception était remarquablement similaire au brevet de Held. La physique était identique. L'Amérique a suivi. La série M1 Abrams a reçu des options BRE, pas en standard, mais disponibles pour les environnements à haute menace. La Grande-Bretagne a expérimenté, la France a testé, mais c'est l'Union soviétique qui a introduit le BRE à grande échelle. Des milliers de chars, chacun avec des tuiles de contact 1, un concept allemand, une production soviétique, une diffusion mondiale. Et l'Allemagne elle-même, le char Léopard 2 a finalement reçu des options BRE, mais l'Allemagne a emprunté une voie différente. Au lieu de simplement copier la conception originale de Held, des entreprises allemandes ont développé des variantes avancées. Le Clara, Composite Lightweight Adaptable Reactive Armor, développé par Dynamite Nobel Defense. Le Clara était différent. Au lieu de plaques de métal, il utilisait des fibres de matériaux composites, ce qui le rendait sans fragmentation. Lorsque le Clara explosait, il n'y avait pas de fragments de métal susceptibles de blesser l'infanterie à proximité. Seulement l'onde de choc. C'était plus sûr pour les unités mixtes de chars et de soldats. La technologie était ingénieuse. Les fibres de matériaux composites étaient plus chères que l'acier, mais elles étaient plus légères et plus sûres. Pour une armée comme la Bundeswehr, qui opérait souvent avec des alliés de l'OTAN dans des formations mixtes, le Clara était idéal. Un esprit d'invention allemand, qui a perfectionné une invention allemande. Aujourd'hui, en 2025, pratiquement tous les chars de combat modernes utilisent soit le BRE, soit une variante avancée. M1 Abrams avec le kit de mise à niveau TUSC, T72B3 avec Contact 5 BRE, T90M avec Relict ERA, Merkava MK4 avec Trophy APS et BRE. Char Léopard 2 A7 avec Clara, Challenger 2 avec blindage Dorchester plus option BRE, Leclerc avec BRE modulaire. La liste est mondiale. Chars de l'OTAN, chars russes, chars chinois, chars indiens, coréens, japonais, turcs. Chacun utilise une technologie basée sur un concept qu'un chercheur allemand a accidentellement découvert en 1967 et breveté en 1970. La lignée technique est claire. Dr Manfred Held, brevets allemands 2005-3345 et 2008-556, 1970. Blazer ERA israélien, année 1980. Contact 1 soviétique, milieu des années 1980. Contact 5, année 1990. Relict, année 2000. TUSC ERA américain. Clara allemand. Chaque itération est basée sur le concept original de Held. 2 plaques, de l'explosif entre les deux. Détonation à l'impact, perturbation du jet de charge creuse. La physique n'a pas changé. Les matériaux sont plus avancés. La fabrication est plus précise. L'intégration avec d'autres systèmes est ingénieuse, mais le concept de base, inchangé depuis 1970. Allemand, breveté, déployé à l'échelle mondiale. Et voici la deuxième leçon. Contrairement aux Immerites, le BRE a été développé contre une menace réelle. Les armes anti-chars à charge creuse étaient largement répandues dans les années 1960. RPG-7, missiles Teao, Milan, chacune pouvait détruire des chars. La menace était validée, documentée, réelle. Held a travaillé sur un vrai problème. Il a testé contre de véritables menaces. Il a validé sa solution dans des conditions réalistes. Et lorsque le BRE a été utilisé sur le champ de bataille, il a fonctionné. C'est la différence entre le Zimmerit et le BRE. L'un était une solution à la recherche d'un problème. L'autre était une solution à un problème documenté et mortel. Les implications économiques sont considérables. Les tuiles BRE coûtent entre 500 et 2000 $ américains par tuile, selon le type. Un char peut transporter de 100 à 300 tuiles. Cela représente de 50 000 à 600 000 $ de BRE par char.
Avec des dizaines de milliers de chars dans le monde, cela représente des milliards de dollars. Mais chaque dollar sauve potentiellement des vies. Le BRE est cher, mais il fonctionne. En comparaison, le Zimmerit coûtait peut-être 100 Reichsmark par char. Bon marché. Mais complètement inutile. Le BRE coûte des milliers de dollars par char. Cher, mais salutaire. La différence, c'est la validation. Travailler sur le bon problème, et même les solutions coûteuses valent la peine. Travailler sur le mauvais problème, et même les solutions bon marché sont du gâchis. Mais il y a une autre dimension à cette histoire. La dimension humaine. Dr Manfred Held est décédé en 2020. Il avait 84 ans. Au cours de sa vie, il avait inventé une technologie qui a protégé des dizaines de milliers de soldats de chars dans le monde entier. Des équipages israéliens, des équipages soviétiques, des équipages américains, des équipages allemands. Son invention ne connaissait pas de nationalité. Elle protégeait tous ceux qui l'utilisaient. Mais combien de personnes connaissent son nom? Combien de soldats de chars savent qui a inventé le BRE? Combien d'ingénieurs qui conçoivent des variantes modernes de BRE citent Held dans leur travail? La réponse est peu, très peu. C'est le sort de nombreux inventeurs. La technologie survit. Le nom s'estompe. Le BRE est partout. Mais Manfred Held est oublié. Pas intentionnellement. Simplement à travers le temps. Les gens se souviennent de la technologie. Pas de l'inventeur, mais peut-être devrait-il le faire, car l'histoire de Held est importante. Elle montre qu'un individu, travaillant sur de vrais problèmes, peut changer le monde. Il n'était pas un génie comme Einstein, pas un visionnaire comme von Braun. Il était un chercheur qui effectuait des tests, analysait des données et résolvait un problème réel. Et sa solution sauve encore des vies, 58 ans plus tard. En comparaison avec le Zimmerit, le contraste ne pourrait pas être plus grand. Le Zimmerit a été développé par des équipes de chimistes allemands, intelligents, bien formés. Ils ont créé une solution fonctionnelle. Mais pour le mauvais problème, leurs noms sont perdus, leur travail a été vain. Held a travaillé seul sur de vraies menaces. Sa solution a fonctionné. Son nom est largement oublié, mais son travail continue. Qu'est-ce qui est le plus important? Reconnaissance ou impact? Peut-être que la réponse est les deux. Le Dr Held mérite reconnaissance et son impact est indéniable. Nous arrivons maintenant au point de bascule. 2 technologies allemandes de protection des chars. Zimmerit en 1943, inutile. Blindage réactif explosif, BRE, de 1967 à 1970, indispensable. Les deux démontrent la même excellence en ingénierie. Les deux sont méticuleusement conçus. Mais une seule s'attaquait à un VRAE problème. La question est pourquoi? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle développé le Zimmerit contre une menace inexistante? La réponse réside dans des suppositions. Les ingénieurs allemands ont supposé que les Alliés copieraient la charge adhésive creuse. C'était une supposition raisonnable. L'Union soviétique avait copié d'autres armes allemandes. Le blindage des chars T-34 était influencé par des conceptions allemandes. Les tactiques soviétiques reflétaient des études allemandes, mais les suppositions ne sont pas des faits. Les Alliés n'ont pas copié la charge adhésive creuse parce qu'ils avaient une meilleure alternative, les canons anti-chars portables. Le bazooka était plus efficace, plus sûr et plus facile à utiliser qu'une mine magnétique. La logique était claire. Mais l'Allemagne n'a jamais validé si la supposition était correcte. À l'inverse, le Dr Held a travaillé avec des menaces validées. Les RPG-7 étaient réels. Les missiles TOW étaient réels. Il a vu des chars détruits lors de la guerre des 6 jours. La menace n'était pas supposée. Elle était documentée. Il a donc travaillé sur la bonne solution. C'est la leçon centrale.
Avant de développer une solution, validez le problème, parlez aux utilisateurs, analysez les données de terrain, comprenez les menaces réelles. Ne partez pas du principe qu'il y a des problèmes, confirmez-les. Le Zimrit a été une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire. Le blindage réactif explosif, BRE, a été une leçon sur ce qu'il faut faire. Les deux sont allemands. Les deux démontrent l'excellence en ingénierie, mais une seule a eu un impact durable. Une seule sauve des vies, aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Parce que le blindage réactif explosif, BRE, n'est pas statique. Depuis le brevet original du docteur Held en 1970, la technologie a évolué. Contact 1 était la première génération des tuiles simples, efficaces contre les RPG-7, mais pas contre les menaces plus récentes. Puis est venu Contact 5, des tuiles plus lourdes, plus d'explosifs, efficaces non seulement contre les charges creuses, mais aussi contre les pénétrateurs cinétiques, les obus flèches perforants. C'était un grand bond en avant. Un blindage réactif explosif, BRE, qui protège contre les deux principales menaces, puis relictes, des tuiles encore plus avancées, multicouches, avec différentes densités, chaque couche perturbant différentes parties de l'intrus. La physique est devenue sophistiquée, mais le concept central, toujours celui du Dr Held, en 1970, un brevet allemand, et Clara, dynamite Nobel Défense allemand, sans fragmentation, fibre composite au lieu d'acier. Sûr pour les unités mixtes d'infanterie et de chars, une solution spécifiquement allemande pour des besoins spécifiquement allemands. La Bundeswehr opère rarement seule, toujours avec des alliés de l'OTAN, souvent avec de l'infanterie à proximité. Clara est parfait pour ça. Mais toutes ces variantes sont basées sur le travail du Dr Held. L'évolution est impressionnante. Les matériaux sont avancés. La fabrication est précise. Mais l'inventeur était allemand de 1967 à 1970. L'héritage est clair. Et maintenant, en 2025, nous voyons le blindage réactif explosif, BRE, partout. Des chars Léopard 2 en Ukraine, des M1 Abrams au Moyen-Orient, des T-90M en Russie, des Merkava en Israël. Tout le monde utilise une technologie qu'un chercheur allemand a inventée il y a 58 ans. Ce n'est pas un hasard, c'est de la physique. Le concept du Dr Held était physiquement optimal. Il a donc survécu et continuera de survivre. Mais faisons une pause un instant et saisissons pleinement l'ironie. L'Allemagne, en 1943, développe le Zimmerit contre des mines magnétiques qui ne sont jamais arrivées. Ressources gaspillées, production de chars retardés pour rien. L'Allemagne, de 1967 à 1970, un chercheur allemand invente le blindage réactif explosif, BRE, contre de vraies charges, creuse, sauve des milliers de vies, devient la norme mondiale pour quelque chose de réel. Ce n'est pas seulement de l'ironie, c'est une étude de cas sur l'importance cruciale de la validation des problèmes. Les ingénieurs allemands de 1943 n'étaient pas moins intelligents que le Dr Held, mais ils travaillaient sur le mauvais problème. Le Dr Held a travaillé sur le bon. C'est ce qui a fait la différence. Maintenant, la question. Quelles technologies modernes sont comme le Zimmerit, des solutions à des problèmes supposés qui ne sont pas réels? Et lesquelles sont comme le blindage réactif explosif, BRE, des solutions à des menaces validées et mortelles? La réponse n'est pas toujours claire, mais la méthode, l'EST, valider le problème, tester avec de vrais utilisateurs, analyser les données de terrain, confirmer la
menace. Alors, et seulement alors, développez la solution. Faites cela et vous créerez du blindage réactif explosif, BRE. Sautez cette étape et vous créerez du Zimmerit. Les deux sont de l'ingénierie allemande. Les deux démontrent l'excellence technique, mais une seule a changé le monde. Et c'est ça, plus que toute autre chose, la leçon que les ingénieurs devraient apprendre aujourd'hui. Mais il y a une dernière couche, une couche dont on parle rarement. La couche psychologique. Imaginez que vous êtes un ingénieur allemand en 1943. Vous travaillez sur le Zimmerit. Vous savez qu'il protège contre les mines magnétiques. Vous savez que la charge adhésive creuse existe. Vous l'avez vu. Alors, vous travaillez dur. Vous perfectionnez la formule. Vous développez des techniques d'application. Vous êtes fier de votre travail. Puis, en 1944, on vous dit que c'est arrêté. Pourquoi? Parce que la menace n'a jamais existé. Vos mois de dur labeur ont été vains. Qu'est-ce que ça fait? Décevant, démotivant, inutile. Maintenant, imaginez que vous êtes Manfred Held, en 1967. Vous testez le blindage réactif explosif, BRE. Vous voyez comment il fonctionne. Vous le brevetez en 1970. Puis, en 1982, vous entendez parler de chars israéliens qui survivent grâce à votre technologie. Des équipages rentrent chez eux, auprès de leur famille, grâce à votre travail. Qu'est-ce que ça fait? Épanouissant, significatif, transformateur. C'est la différence humaine entre le Zimmerit et le blindage réactif explosif, BRE. Pas seulement technique, pas seulement économique, humaine. Une technologie a frustré les ingénieurs qui l'ont créée. L'autre a sauvé des vies et a donné un but à l'inventeur. Et c'est ça qui devrait guider chaque ingénieur moderne, chaque développeur, chaque innovateur. Travailler sur de vrais problèmes, valider avec de vrais utilisateurs, résolvez de vraies menaces. Faites cela et votre travail aura du sens. Ne le faites pas et vous créerez du Zimmerit, techniquement parfait, totalement inutile. 2025, la boucle est bouclée. L'Allemagne a développé le Zimmerit en 1943. Inutile. Un Allemand a inventé le blindage réactif explosif, BRE, de 1967 à 1970. Indispensable. Aujourd'hui, des chars Léopard 2 allemands utilisent le blindage réactif explosif, BRE, Clara en Ukraine. La technologie fonctionne. Des vies sont sauvées. L'héritage est clair. Mais il y a un dernier rebondissement dans cette histoire. Un rebondissement qui rend l'ironie encore plus profonde. 2020. Pandémie de Covid-19. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Pénurie de semi-conducteurs. Mais Dynamite Nobel Defense continue de produire le blindage réactif explosif, BRE, Clara, pour les Léopard 2, pour l'export. La production ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que la protection par blindage réactif explosif, le BRE, n'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort. Les chars sans BRE sont vulnérables. Les équipages sans BRE meurent. Alors, la production continue, quoi qu'il arrive, c'est la différence entre une technologie nécessaire et une technologie inutile. Le Zimmerit a été abandonné en 1944 parce qu'il était inutile. Pas de drame, pas de crise, simplement arrêté. La production de BRE continue en 2020, en pleine pandémie mondiale, parce qu'elle est indispensable. Des vies en dépendent. La leçon, la technologie nécessaire survit aux crises. La technologie inutile disparaît au premier signe de difficulté. Le Zimmerit a disparu après 10 mois, le BRE domine depuis 58 ans et continuera de dominer. Mais revenons au développement technique, car le BRE n'est pas la fin, c'est seulement un chapitre.
Les chars modernes intègrent le BRE avec d'autres systèmes, les systèmes de protection active, les APS, comme le Trophy israélien, l'Arena russe, la MAP ADS allemand. Ces systèmes détectent les menaces entrantes, les missiles, les grenades, puis ils tirent des contre-mesures, de petits projectiles qui détruisent la menace avant qu'elle n'atteigne le char. C'est la prochaine évolution. Ne pas seulement réagir quand on est touché, empêcher d'être touché tout court. Mais voici ce qui est remarquable. Les APS complètent le BRE. Ils ne le remplacent pas. Un char avec APS a toujours du BRE. Pourquoi? Parce que l'APS n'est pas parfait. Certaines menaces passent à travers. Et quand elles le font, le BRE est là, une deuxième ligne de défense, le concept de Dr Manfred Held de 1970, toujours pertinent en 2025. C'est la marque d'une technologie vraiment révolutionnaire. Elle n'est pas remplacée. Elle est complétée, intégrée, augmentée, mais le concept de base reste, le BRE a 58 ans et est toujours un standard. C'est de l'excellence en ingénierie. À l'inverse, le Zimmerit n'a jamais été complété, jamais augmenté, simplement abandonné. Parce qu'il était faux dès le départ, aucune itération n'aurait pu rendre le Zimmerit utile. Le problème qu'il résolvait n'existait pas. Le BRE a été itéré, amélioré, affiné, mais la base reste, parce que le problème qu'il résout est réel. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont dans chaque char moderne, dans chaque char Léopard 2 avec le Clara, dans chaque M1 Abrams avec le Tusk Era, dans chaque T-90M avec le Relict. La physique n'oublie pas, l'ingénierie n'oublie pas, seuls les livres d'histoire oublient. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous croyez que ces histoires doivent être racontées, que ces inventeurs comme Dr Manfred Held devraient être reconnus. Envisagez d'utiliser SuperThanks. Cela soutient la recherche, l'analyse de documents déclassifiés, le travail minutieux de suivre ces lignées techniques et de révéler les ironies. Car sans ce travail, cette histoire disparaît et ce serait une perte. L'histoire du Zimmerit et du BRE est plus qu'une simple technologie de char. C'est une leçon de validation de problèmes, d'éthique de l'ingénierie, de l'importance de travailler sur de vrais problèmes. Chaque ingénieur devrait connaître cette histoire, chaque chef de produit, chaque innovateur, car les principes sont universels. Valider le problème avant de construire la solution. Tester avec de vrais utilisateurs. Analyser les données du terrain, confirmer la menace, alors, et seulement alors, investissez des ressources, faites cela, et vous créerez du BRE, une technologie qui sauve des vies, qui dure des décennies, qui devient un standard mondial. Sautez la validation, et vous créerez du Zimmerit, techniquement parfait, fabriqué avec précision, totalement inutile, 10 mois de production, des milliers de chars enduits, et tout cela pour rien. Parce que le problème n'a jamais été validé. Les chiffres racontent l'histoire. Zimmerit, 10 mois de production, 8 000 à 10 000 chars, 100 Reichsmark par char. Coût total, 800 000 à 1000 000 Reichsmark. Utilité, 0. Coût d'opportunité, immense. Chaque jour de retard était un char de moins au front. Brr, 58 ans, et ça continue. Des dizaines de milliers de chars dans le monde. 50 000 à 600 000 $ par char. Coût total, des milliards. Utilité, d'innombrables vies sauvées. Coût d'opportunité, aucun. Chaque dollar investi sauve potentiellement une vie. C'est la différence économique entre l'innovation validée et non validée. L'une est un investissement, l'autre est un gaspillage. L'industrie allemande en 1943 a gaspillé des ressources sur le Zimmerit. L'industrie mondiale de la défense depuis 1970 investit dans le BRE. La différence est la validation, et maintenant, l'ironie finale.
L'Allemagne paie aujourd'hui pour le Clara ERA pour les chars Léopard 2, développé par Dynamite Nobel Defense, une entreprise allemande, basée sur un concept d'un chercheur allemand, Dr Manfred Held, breveté en Allemagne en 1970. L'Allemagne paie pour une technologie allemande, que le monde a copiée et améliorée. Cela vous semble familier? Ça devrait... Nous avons déjà vu cette histoire. Suspension à barre de torsion. Ernst Lehr, 1943. Le monde copie. L'Allemagne paie des milliards pour racheter Ailes en flèche du Me-262, Adolf Bußmann, 1935. Le monde copie. L'Allemagne paie pour l'Eurofighter avec sa propre technologie. Et maintenant le BRE. Held, 1970. Le monde copie. L'Allemagne paie pour le Clara. Le schéma se répète. Innovation allemande. Adoption mondiale. L'Allemagne paie 2 fois. Une fois pour l'invention, encore pour l'implémentation. L'ironie est mathématiquement quantifiable. Mais il y a une différence. Le BRE était vraiment nécessaire, les barres de torsion étaient nécessaires, les ailes en flèche étaient nécessaires. Ces technologies ont sauvé des vies, amélioré les performances, sont devenues des standards mondiaux. L'Allemagne peut payer 2 fois, mais la technologie fonctionne. Zimmerit, l'Allemagne a payé 1 fois et n'a rien obtenu. La technologie était inutile. Donc payer 2 fois pour une technologie nécessaire est mieux que payer 1 fois pour une technologie inutile. Au moins, le BRE fonctionne. Le Zimmerit n'a jamais fonctionné, parce que la menace n'a jamais existé. C'est la dernière, et la plus amère, partie de l'ironie du Zimmerit. Il fonctionnait techniquement, la pinte empêchait l'adhérence magnétique. La physique était correcte, l'application était précise, mais cela n'avait aucune importance. Parce que personne n'utilisait de mine magnétique contre les chars allemands. Solution parfaite, mauvais problème, gaspillage total. Le BRE fonctionne aussi techniquement. L'explosion perturbe les jets à charge creuse. La physique est correcte. L'implémentation est précise. Et cela a une importance, parce que les armes à charge creuse sont partout. Solution parfaite. Bon problème. Vie sauvée. Les deux sont de l'excellence en ingénierie allemande. Les deux montrent une maîtrise technique, mais une seule a eu un impact réel. Et c'est la métrique ultime. Pas à quel point la technologie est intelligente. Pas à quel point elle est fabriquée avec précision. Mais si elle résout un VRAI problème, le Zimmerit a échoué à cette métrique. Le BRE a réussi, c'est la différence, c'est la leçon. Voilà, ce dont tout le monde devrait se souvenir. 2025, des chars Léopard 2 en Ukraine, équipés du Clara BRE. Des M1 Abrams au Moyen-Orient utilisant le Tusk BRE. Des T-90 Emmet en Russie, dotés du Relikt BRE. Chaque char de combat moderne dans le monde possède une forme de BRE, un concept allemand, un standard mondial, des vies sauvées, chaque jour. Le Zimmerit, au Tank Museum de Bovington, sur un Jagdtiger, une curiosité, un artefact, un témoignage de l'importance de la validation des problèmes, agréable à regarder, intéressant à étudier, mais totalement inutile à l'époque. Et totalement inutile maintenant. C'est cela. L'héritage. Le Zimmerit nous enseigne ce qu'il ne faut pas faire. Le BRE nous enseigne ce qu'il faut faire. Les deux sont allemands. Les deux sont importants. Mais pour des raisons très différentes, et la prochaine fois que vous verrez un char moderne, regardez les tuiles de BRE. Souvenez-vous du docteur Manfred Held, 1967, un chercheur allemand, qui a accidentellement découvert quelque chose qui a sauvé des dizaines de milliers de vies. Ses brevets sont publics. Brevet allemand, 2005-3345. Brevet 2000-156. Les deux datent de 1970. Les deux décrivent le BRE. Les deux sont le fondement de chaque protection de char moderne. Held est décédé en 2020,
à l'âge de 84 ans. Mais son invention perdure, sur chaque char, dans chaque tuile de BRE, dans chaque vie sauvée, quand le BRE perturbe un jet de charge creuse. C'est cela, l'immortalité, non par la gloire, mais par l'impact. Les ingénieurs du Zimmerit, leurs noms sont perdus, leur travail oublié, parce que le travail était inutile, pas de leur faute. Ils étaient intelligents, ils étaient précis, mais ils travaillaient sur le mauvais problème, et cela a fait toute la différence. Alors souvenez-vous des deux, Zimmerit comme avertissement, Breu comme modèle, les deux Allemands, les deux importants. Mais un seul a sauvé des vies, un seul est devenu un standard mondial, un seul sera encore utilisé dans 58 ans. Est-ce du vol ou de l'évolution technique? L'Allemagne invente le BRE, le monde copie. L'Allemagne paie pour le Clara. Est-ce juste? Est-ce de l'innovation ou de l'exploitation? Laissez votre opinion dans les commentaires. Discutez, débattez, mais surtout, souvenez-vous. Souvenez-vous du docteur Manfred Held. Souvenez-vous du BRE. Souvenez-vous que l'innovation allemande de 1970 sauve des vies aujourd'hui. Et souvenez-vous du Zimmerit, la solution parfaite pour un problème qui n'a jamais existé. La plus grande ironie de la Seconde Guerre mondiale. Les deux histoires sont vraies, les deux sont documentées, les deux sont des leçons, et les deux montrent que l'excellence en ingénierie ne suffit pas. Vous devez travailler sur le bon problème. Faites cela, et vous créerez le BRE. Oubliez cela. Et vous créerez le Zimmerit. Le choix appartient à chaque ingénieur, à chaque innovateur, à chaque personne qui construit quelque chose de nouveau. Validez le problème ou gaspillez votre brillance. L'histoire montre les deux voies, allemandes, dans les deux cas, mais une seule mène à un impact durable. C'est l'histoire du Zimmerit et du BRE, de l'ironie allemande à l'innovation allemande, du gaspillage de la brillance à la technologie qui sauve des vies. Une histoire que tout le monde devrait connaître, une leçon que tout le monde devrait apprendre, une vérité qui ne devrait jamais être oubliée.